Et le volcanisme au Kamtchatka constitue aussi, Kamtchatka, si vous voulez, est pour les Russes ce que l'Alaska est pour les Américains du Sud, un sanctuaire de vie sauvage. Nombreux sont les gens de l'Oural, les gens de Russie à y aller l'été, à vivre au contact des ours, à pêcher le saumon, à gravir les volcans. Et il y a dans l'imaginaire russe cette puissance qui est perceptible à travers une expression très simple avec laquelle d'ailleurs nous commençons le livre que nous avons écrit sur le Kamtchatka, Na Kamtchatku, va au Kamtchatka. C'est encore l'injonction qu'on donne à un camp, un élève désobéissant, un petit emmerdeur, comme on dirait par chez nous. On lui dit, voilà, va au bout de la classe, va au Kamtchatka, laisse-moi tranquille. Voilà. Et j'espère que le Kamtchatka restera longtemps le petit paradis des Russes. Un paradis qu'ils ont eu du mal à conquérir. Dans l'histoire de l'exploration de la Sibérie, qui a notamment été retracée par Yves Gauthier et Antoine Garcia dans un livre que nous venons de republier, que vous trouverez d'ailleurs dehors. Il y a deux régions qui ont posé des problèmes aux Russes en termes d'exploration. En 1553, chute d'Astrakhan. En 1648, ils sont sur le détroit de Bering. Ils ont atteint, c'est Brejnev, etc. Ont atteint le détroit de Bering. 1699 seulement, le Kamtchatka. Ils ont mis 50 ans de plus pour atteindre le Kamtchatka et pour commencer à en faire l'exploitation. Et pratiquement l'autre région russe qui a posé des problèmes en termes de colonisation et en termes d'annexion, c'est la péninsule de Taïmyr qui, elle, est la plus au nord, donc est effectivement la plus dangereuse, la plus difficile. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, Émilie, on va vous poser la question désormais rituelle de votre lien avec la Russie. Mais votre lien avec la Russie est un petit peu comme Irina tout à l'heure, dans votre nom, enfin votre lien slave. Oui, je suis moitié polonaise, mais mon père ne m'ayant pas appris le polonais, j'ai trouvé quand j'étais petite un collège où on pouvait faire une langue slave. Et malheureusement, c'était pas le polonais, ça a été le russe. Et c'est ce qui m'a poussée à aller en Russie et toujours plus vers l'Est, au grand désespoir de mon père. Vous imaginez bien les problèmes que ça peut provoquer dans la famille. Voilà. Alors justement, votre premier contact avec la Russie, alors, mon premier contact avec la Russie en 91, là je suis allée à Moscou et j'ai envie de vous parler un petit peu plus du contact que j'ai eu à partir de 99, l'année où je suis partie pour la première fois en Yakoutie, où j'ai passé un an. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer, et depuis j'y vais chaque année. J'ai passé à peu près 4 ans en République Sakha, Yakoutie, et j'ai une formation d'ethnologue qui m'a poussée à travailler avec des éleveurs de rennes et des éleveurs de chevaux, parce que c'était ma passion, c'est un petit peu ce qui m'a conduite à aller là-bas, et à inviter aussi en France des musiciens, parce que j'ai pas mal côtoyé le milieu artistique. Alors, vous avez notamment publié Parlons Sakha, on va voir ce qu'est Sakha, la République Sakha, langue et culture yakoute à l'Armatan, puis vous avez créé une petite maison d'édition, Boréalia, qui a des choses très, très intéressantes sur la Russie. On va vous laisser parler de votre sujet, peut-être que vous avez là, comme tout à l'heure, Irina, et moi je les passe. Ce sera plus simple, je pense. Voilà, donc je vais un petit peu improviser pour vous parler des personnes que j'ai rencontrées pendant toutes ces années. Tout d'abord, la Yakoutie, appelée République Sakha, c'est cette grande république que vous voyez qui fait 1/5 de la Russie. Par rapport à la France, c'est à peu près 6 fois la France. Le pays est presque pour moitié au-delà du cercle polaire arctique. Et ce qui est intéressant, un petit peu fabuleux pour nous, c'est que d'est en ouest et du nord au sud, tout le pays se trouve sur des personnes que j'ai rencontrées pendant toutes ces années. Tout d'abord, la Yakoutie, appelée République Sakha, c'est cette grande république que vous voyez qui fait 1/5 de la Russie. Par rapport à la France, c'est à peu près 6 fois la France. Le pays est presque pour moitié au-delà du cercle polaire arctique. Et ce qui est intéressant, un petit peu fabuleux pour nous, c'est que d'est en ouest et du nord au sud, tout le pays se trouve sur la congélation éternelle, la mer Zlota.
ce qui provoque quelques problèmes. Aujourd'hui, on a des lacs qui s'agrandissent et des routes qui sont détournées loin avec la fonte du sol. Alors cette région est peuplée pour moitié aujourd'hui par des Russes. Donc il y a 1 million de kilomètres carrés, mais sur ces 1 million, il n'y a que 2 habitants au kilomètre carré. À peu près la moitié de Russes. Encore une chose intéressante, depuis 1998, le moment où a eu lieu cette fameuse déflation en Russie, la population slave a commencé à quitter la République. C'est aussi un lieu où la mortalité, notamment les morts violentes, est assez élevée. Et la population baisse. Alors, il y avait en l'an... attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises, je crois que c'était 98, un petit peu avant 98, 1 million d'habitants. Mais au recensement de 2002, il n'en restait plus que 950 000 et la population reste un petit peu stable. Donc on a la moitié de Russes et d'Ukrainiens et l'autre moitié qui est Yakoute. Alors les Yakoutes portent 2 noms, Yakout et Sakha. Sur la carte, vous les voyez sur le fleuve Lena au centre. En réalité, cette carte-là, elle montre un des premiers peuplements Yakoutes en Yakoutie, mais aujourd'hui les Yakoutes sont partout sur l'étendue du territoire, en tout cas dans les régions où ils peuvent exercer leur activité traditionnelle, qui est l'élevage de chevaux. Une population assez étendue, vous voyez au nord-est, à côté de la Tchoukotka et du Kamchatka dont on a parlé, ce sont les Yukagir. Vous voyez que c'est très étendu, en réalité ils sont aujourd'hui moins de 1000 et sur ces 1 millier d'habitants, il y en a une dizaine seulement qui parlent encore la langue. Aujourd'hui en Russie, dans le contexte actuel, c'est intéressant de noter qu'on est Yukagir au moment du recensement parce qu'on a certains avantages sociaux et en réalité, si on fouille un petit peu plus loin, les choses ne sont pas aussi simples. La situation est la même pour les 5 autres minorités sibériennes de Yakoutie. Enfin les 4 autres, si on compte donc les Yukagir qui sont la 5e, les Tchoukts, à la frontière avec la Tchoukotka, les Even, les Evenks et les Dolganes. Toutes ces minorités constituent moins de 10% de la population. C'est peu et c'est ce qui leur donne aussi le fameux statut d'aborigène en Russie. Pour être aborigène, il faut être moins de 50 000 habitants. Voilà, donc vous voyez le fameux fleuve Lena qui prend sa source à 40 km du lac Baïkal dont on a parlé tout à l'heure. Il se jette dans la mer des Laptiev et plus loin encore dans l'océan glacial arctique. C'est un fleuve qui fait plus de 3500 km de long. Et les légendes disent que les Yakoutes, pour peupler la Yakoutie actuelle, auraient suivi ce fleuve Lena. Et probablement, ils auraient marché dessus en hiver, puisque ça se transforme aujourd'hui encore en route parcourue par des camions de 2 tonnes sans aucun problème à partir du mois de décembre. La Yakoutie officiellement est ce qu'on appelle entrée dans l'empire tsariste en 1632. C'est à cette époque-là que les Cosaques sont arrivés et qu'ils ont créé cette forteresse que vous voyez là et qui a porté le nom de Yakoutsk. Yakoutsk est devenue aujourd'hui une ville tout à fait moderne. Voilà, l'architecture plutôt soviétique, mais qui se modernise de plus en plus. Alors maintenant, je vais vous emmener à l'extérieur de la ville, à l'extérieur des 13 villes de Yakoutie, qui constituent à peu près 40% enfin, qui rassemblent 40% de la totalité de la population. Quand on sort de la ville, on a les villages. Alors dans les villages habitent essentiellement des Yakoutes qui élèvent dans presque chaque maison des vaches. La
vache, c'est l'animal le plus domestique pour les Yakoutes et même pour les autres populations qui ne l'apprécient pas forcément. Quand on est dans des villages où vivent des populations évènes, les évènes étant plutôt des éleveurs de rennes, eh bien, les évènes n'ont pas de vache parce qu'ils trouvent que c'est un animal qui sent mauvais et qui est très contraignant parce qu'il faut se lever le matin tôt pour la traire et c'est un animal qu'on doit nourrir. Et pour des peuples qui sont plus habitués à traiter avec des animaux semi-sauvages, c'est très ennuyeux. Alors au village, comme à la ville, mais évidemment plus quand on est proche de la nature, on est très contraint par le froid. Et je voulais juste vous montrer ces deux photos qui vous montrent c'est l'eau en fait, l'eau qui est utilisée durant tout l'hiver, mais aussi durant tout l'été, parce qu'en Yakoutie, comme le sol est joli, il y a des caves naturelles qui permettent de conserver à la fois de la viande, du poisson et aussi des blocs de glace. Et c'est c'est l'eau de la glace fondue qui est utilisée pour la boisson. Évidemment, on la bout, mais elle est considérée comme relativement pure. On ne boit jamais l'eau. On ne boit jamais l'eau, en fait. Quelque chose qui est issu de l'eau sous sa forme liquide. Parce que sur les lacs et les rivières de Yakoutie, près des villages, les vaches et les chevaux vont boire, ce qui, au printemps, donne une eau qui n'est pas forcément très pure. Alors, je vous emmène encore plus loin. On quitte le village et on se rend dans les villages du nord. Ici, vous voyez le changement clair de relief entre la plaine, où, comme le disent les Yakoutes, il y a autant de rivières et de lacs sur Terre qu'il y a d'étoiles dans le ciel. J'aime beaucoup cette formulation. Et on passe dans ce relief montagneux qui constitue pratiquement la moitié de la surface de la Yakoutie, où habitent souvent des évènes, des évêques, toutes ces 5 minorités que j'ai citées tout à l'heure et qui sont éleveurs de rennes encore pour beaucoup aujourd'hui. Les villages du Nord sont un petit peu les mêmes que les villages du Sud, mais si vous y allez un jour, vous allez vous retrouver très seul. Dans les rues, il y a beaucoup de chiens, mais il n'y a plus de vaches. Et c'est quelque chose qui les différencie vraiment des villages de Yakoutie centrale, où on a des vaches dans toutes les maisons. Dans le Nord, c'est un animal dont l'élevage est vraiment trop contraignant. Et donc, en l'occurrence, on est dans un village qui se nomme Sakırır. Tous les villages, pratiquement, en Yakoutie, portent 2 noms. Ils s'appellent aussi Eveno Betantay, c'est-à-dire Betantay du nom de la rivière qui coule à cet endroit, et Even du nom du peuple qui l'habite. Dans ce village, comme dans beaucoup d'autres villages de Yakoutie, on a une population mixte, Yakouto-Even pour celui-ci, et très souvent les minorités sibériennes aujourd'hui ne parlent plus leur langue. Ils sont dans une situation, on va dire, économique et culturelle beaucoup plus difficile que celle du peuple yakoute. Comme l'a dit Emmerich, est très dynamique et voilà, très dynamique dans tous les domaines économiques et culturels. Lorsqu'on quitte le village, on arrive dans des zones qui sont des vallées, des montagnes, où vivent des éleveurs de chevaux et des éleveurs de rennes. Là, on se trouve dans une région un petit peu particulière parce qu'on a les 2 élevages. Comme vous l'imaginez, on trouve les 2 animaux dans des zones qui permettent cet élevage. Le cheval mangeant plus de l'herbe et le renne plus de la mousse et du lichen. On retrouve les 2 animaux au même endroit à certaines époques de l'année, mais ils ne restent pas en permanence ensemble. Il y a un conte yakoute qui raconte la domestication du cheval. Fort longtemps, un cheval vivait seul sur une prairie, jusqu'au jour où le renne est arrivé et où il l'a dérangé et où il a mangé sa réserve de nourriture. À
Alors le cheval est allé au bout de sa prairie et il est allé trouver l'homme. Et celui-ci, qui était très rusé, lui a dit « Moi, je peux te débarrasser du renne, mais pour ça, il faudrait que je mette une selle sur ton dos et que je te mette un harnais. » Et c'est depuis ce jour-là que les chevaux sont montés en Iakoutie. Il demeure qu'aujourd'hui, dans cette région du monde, il y a un idéal du cheval sauvage qui est vraiment très très présent. Et si vous y allez et que vous demandez alors vos chevaux ils sont où, les Yakoutes vont vous dire notre cheval il est sauvage. Alors si vous examinez un petit peu le vocabulaire, vous comprendrez que les Yakoutes utilisent le mot russe pour dire cheval, pour dire sauvage, pardon. Mais quand vous leur demandez comment ils disent en langue yakoute, en réalité, ils utilisent le mot non dressé. Parce qu'aujourd'hui en Yakoutie, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de chevaux sauvages au sens propre du terme. Tous les chevaux appartiennent bien à quelqu'un. Mais on préserve ce côté sauvage, entre autres parce que la plupart des individus, le cheptel n'est pas monté. Aujourd'hui, le cheval en Yakoutie est essentiellement un animal qui est élevé pour la viande. Alors, les chevaux sont élevés sur des grandes étendues où il n'y a pas de clôture, mais on les rassemble à certains moments de l'année. Là, en l'occurrence, vous avez de jeunes mâles qui vont être pour la plupart castrés, parce qu'on ne garde que les plus forts, les plus combatifs, ceux qui ont les plus grosses joues et ceux qui vont pouvoir protéger leur troupeau à la fois contre les autres étalons et contre les loups qui sont toujours nombreux à attaquer les troupeaux. Ici, vous voyez un éleveur qui nous a quittés. Il s'appelle Grisha et il avait une trentaine de chevaux. Il attrape les chevaux au mois de juin pour les monter pendant uniquement 3 mois de l'année. Les chevaux sont tout à fait sauvages à ce moment-là, mais quelques heures plus tard, une fois montés, ils sont presque redevenus dociles comme avant. Et Grisha était éleveur à l'ancienne. Il avait sa maison que je vais vous montrer là dans la taïga. Voilà, c'est son fils et son neveu sur une monture. Lorsqu'il est mort, malheureusement, ces chevaux se sont l'un après l'autre fait manger par les loups. Son fils aîné avait repris, on va dire, l'exploitation, l'élevage, mais il n'a pas probablement eu soit le courage, soit la force de son père pour rester longtemps sur ces étendues désertiques, loin de sa famille qui reste au village, et n'a pas protégé les animaux des loups. Le cheval, ça reste un animal qui est proche des Yakoutes, proche dans les représentations. Tous les Yakoutes vont vous dire, nous sommes des mangeurs de chevaux. Ils s'identifient totalement au peuple cavalier, comme par exemple les Mongols, qu'on connaît mieux. Mais évidemment, dans les régions qui sont facilement parcourables par des véhicules, c'est la voiture qui remplace le cheval. Ici, on est dans une région éloignée et cet animal est toujours utilisé par les éleveurs. C'est un moyen, on va dire, assez économique de se déplacer encore maintenant. Dans le cheval, comme dans le renne, comme dans d'autres animaux, tout est bon. On mange tout, on utilise toutes les parties du corps. On fait aujourd'hui en Yakoutie notamment des bottes en fourrure de cheval et en fourrure de renne. C'est une marque, on va dire, ethnique assez importante. Mais c'est aussi un accessoire indispensable en hiver, quand il fait moins 60 en hiver. Voilà, donc le cheval permet de parcourir l'espace entre le village et le campement qui se trouve généralement à 1, 2 ou 3, 4 journées de cheval du village. Aujourd'hui, les éleveurs ne vivent plus comme autrefois. Ils sont
généralement mariées, et les femmes ne veulent plus vivre dans la taïga. Elles restent au village avec tous les conforts de la vie moderne, et leurs maris font des allers-retours plus ou moins risqués dans la nature. Voilà la maison de Grisha qui s'appelle un Balaram, et c'est une maison qui est construite exactement comme les maisons l'étaient autrefois, à l'époque où les Yakoutes, encore avant les années 1920, vivaient dispersés en famille sur de grandes étendues, et ils ne rencontraient leurs voisins que dans le moment privilégié qui était la fête de l'été. Donc on revient de nouveau dans cette région de Sakuru avec les éleveurs de rennes et de chevaux. On utilise le renne en hiver et le cheval en été, le renne étant plus adapté à la marche sur la glace et sur la neige, et le cheval plus adapté à porter des lourdes charges sur lui quand on ne peut plus tirer de traîneau, un renne. Les éleveurs de rennes ont un certain confort dans quelques zones qui se trouvent à côté des villages. Ça, c'est le confort, on va dire, soviétique. Dans les années 30, en Sibérie, on a commencé à collectiviser l'élevage et on a incité les éleveurs à se rassembler en brigades. Aujourd'hui encore, ils ont gardé ces brigades qui suivaient les anciennes routes de nomadisation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne nomadisent plus, ou presque plus, en famille, mais ce sont des groupes d'hommes. Alors dans cette maison, on vit tous ensemble, on peut vivre jusqu'à une vingtaine, mais la plupart du temps, on se trouve plutôt sur ce type de campement. Vous voyez que les tentes qui sont là ne sont pas du tout celles du Kamchatka qu'on a vu tout à l'heure, recouvertes de peau. Une tente recouverte de peau est bien chaude, mais celles-ci sont juste des tentes en toile de l'armée que les éleveurs utilisent. Donc ils font chauffer ça fortement à la fin de la journée, et puis le matin c'est le premier qui se réveille, qui chauffe, mais évidemment à l'intérieur tout est gelé. Donc on était à cet endroit au mois de novembre 2012 pour tourner un film qui s'intitule Enfance nomade, dont je vais vous dire quelques mots. Les éleveurs qui sont là sont en train de rassembler le bétail. Les rennes, généralement, dans ces zones-là, sont entre 1000 et 2000 dans les troupeaux, mais depuis quelques années, et on l'a entendu partout en Yakoutie, il y a un problème assez important avec les loups qui déciment les troupeaux. Au moment où on était là-bas, les loups mangeaient 3 rennes par nuit. Alors, quelque part, heureusement, les éleveurs ont beaucoup de chiens et ils récupèrent les carcasses qu'ils donnent à leurs chiens, mais ça fait quand même une perte assez importante. Le renne, comme le cheval, je ne vous montre pas de photos pour les chevaux, mais aujourd'hui c'est quand même un animal de prestige qui est utilisé pour les courses, et les courses c'est vraiment le moment où les éleveurs sont au village et ils deviennent un petit peu les héros de quelques jours de fête, mais malheureusement au quotidien les éleveurs sont un petit peu oubliés, laissés pour compte, surtout depuis la fin de la période soviétique où les budgets ne permettent plus d'envoyer des hélicoptères avec de la nourriture, de l'essence. Et lorsqu'on était chez eux pour tourner ce film, on a apporté de la nourriture, mais aussi de l'essence, parce que les éleveurs en ont besoin pour le peu de confort qu'ils peuvent avoir sur place. Alors, on a tourné ce film dans une région qui s'appelle la Moma, qui est au nord-est de la Yakoutie. Le village principal s'appelle Khonou. Et Khonou est situé au bord du fleuve Indigirka, qui était gelé, mais pas assez au moment où on voulait le traverser. On a dû attendre une dizaine de jours pour être sûr de traverser, parce qu'entre-temps, 2 voitures et plusieurs motoneiges étaient tombés dans l'eau.
Dans le village de Ronou, il y a à peu près 2000 habitants qui vivent, comme vous le voyez, au milieu des montagnes. C'est un endroit perdu qui est accessible par 2 heures d'avion seulement. On a travaillé avec Dimitri sur place, qui est éleveur, vétérinaire et responsable de cette brigade de 10 frères et cousins qui élèvent 1000 rennes dans les montagnes. Et sur ces 1000 rennes, malheureusement, on n'a pu en voir que 500, parce que les autres 500 étaient dispersés à des dizaines de kilomètres à la ronde. Dima a travaillé avec nous pour rassembler les rennes et permettre de réaliser un tiers de long métrage dans la région de Pobieda. Pobieda, c'est une victoire en russe. Et c'est le nom de ce campement où vivent des éleveurs. Et il nous a permis de rassembler ces rennes. C'est lui qui a travaillé essentiellement avec nous parce que les éleveurs sont plutôt timides, très discrets et timides aussi évidemment avec les Occidentaux parce que quand on va chez les éleveurs de rennes ou les éleveurs de chevaux, on rencontre un certain complexe, malheureusement, vis-à-vis de l'occidental qui leur a été inculqué probablement durant la période soviétique ou peut-être déjà avant. Les éleveurs, pour beaucoup de Russes, sont des primitifs et des personnes qui sont un petit peu sauvages. Et quand on mange par exemple du foie de renne sur un campement, c'est la première chose qu'on mange quand on tue un animal. On tue l'animal, on l'ouvre, on le dépece, on sort le foie, on fait 2 entailles parce que c'est tout visqueux, on l'attrape, on l'amène sous la tente, tout le monde se le partage encore chaud avec un petit peu de sel. Et bon, c'est du foie, hein, il y a du sang partout et les éleveurs ont beaucoup de mal à partager ça avec un occidental parce qu'ils ont une certaine honte, voilà, ce qui est très dommage. Ici, vous voyez Kolia, un des principaux acteurs du film, qui est un jeune garçon de 13 ans, élevé par son frère et sa sœur. On n'a pas su pourquoi il n'avait pas ses parents. Son parcours en fait correspondait exactement à l'histoire du film, qui était celle d'un jeune éleveur qui trouve avec son renne un petit bébé perdu dans la neige. Le film est réalisé par Christophe Boula, qui est ici sur la photo, accompagné de Lyuba Borisova, qui était son assistante de réalisation, qui est yakoute, qui a beaucoup aussi travaillé en scénarisation avec les acteurs. Et le film, en fait, raconte 3 histoires d'enfants nomades au Tibet, en Mongolie et chez les éleveurs de rennes de la région de la Moba. Voilà, donc voici l'affiche du film. Vous pourrez peut-être récupérer quelques flyers à la sortie. Et je ne sais pas s'il est possible de voir le trailer. Je vous ai apporté le trailer, c'est vraiment la première fois qu'on le montre quelque part à quelqu'un, hormis sur les réseaux sociaux. Alors, le film sort le 25 mars dans les bons cinémas, comme on dit. Il va falloir me tenir au courant parce qu'évidemment, ça ne sortira pas partout, mais il y aura probablement 2 ou 3 cinémas à Paris où on pourra le voir. Oui, il n'y a pas de musique en fait. Je suis désolée, je suis un peu surprise. Ça me prend de court. La musique a été composée spécialement par German et Claudia Ratelayev, qui sont des artistes de Yakoutie avec lesquels en fait, j'ai beaucoup travaillé et on a voulu que la musique soit faite par quelqu'un de là-bas. Vous voyez la partie mongole, c'est l'histoire de 2 jeunes qui veulent se retrouver seuls dans la ville d'Oulan-Bator, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont dérangés à tout moment. La partie tibétaine,
l'histoire d'une petite fille qui est très proche de son yak. Elle a un lien presque spirituel avec lui. C'est une partie qui a été scénarisée avec Tenzin, qui est un ancien moine réfugié tibétain qui habite en France et qui a raconté une histoire de petit yak au réalisateur. Et enfin la partie sibérienne, filmée comme je vous l'ai dit, chez les éleveurs de rennes. Voilà. Nous allons prendre 2 questions, si vous avez des questions pour Émilie. Donc l'impact du réchauffement climatique sur la région Yakoute. Oui, alors le réchauffement climatique, on le voit, comme je vous ai dit, par le détournement de certaines routes autour de lacs qui s'étendent. On le voit en ville aussi, parce qu'à Yakoutsk, comme dans les autres villes de Yakoutie, il faut savoir que tous les immeubles sont construits sur pilotis. Des pilotis qui doivent être sous la terre aussi profonds que, je crois, 4/5 de la hauteur de l'immeuble. Alors aujourd'hui, évidemment, ça crée certains problèmes. Il y a des immeubles qui menacent de s'effondrer en ville. Autrement, la conséquence pour la population, une conséquence pas trop grave, mais qui est observée, c'est par exemple de voir des moineaux dans les villages arctiques, ce qui ne se voyait pas il y a quelques années. Et autrement, économiquement, il y a certaines années un petit problème avec la fourrure, la qualité de la fourrure, parce qu'il faut porter des manteaux de fourrure aujourd'hui en Yakoutie. J'ai essayé le North Face, pour ne pas faire de publicité, ça ne marche pas très bien, parce qu'on transpire en dessous, c'est absolument pas idéal. Donc le mieux c'est le manteau de fourrure, mais pour ça il faut avoir une fourrure de bonne qualité, et c'est pas toujours le cas avec le réchauffement climatique. Voilà. Encore une petite question. Oui. D'après ce que je sais, il y a d'énormes réserves de gaz naturel. Est-ce que l'industrie se développe rapidement? Oui, alors bien sûr, je n'ai pas dit que la Yakoutie vit essentiellement de ces ressources naturelles, que sont pour les principales l'or, le diamant, le gaz et le charbon. Mais effectivement, il y a beaucoup de réserves de pétrole qui sont encore peu exploitées et une énorme réserve de gaz tout le long du fleuve Lena. Il est un petit peu exploité, ce qui permet à certains villages de se chauffer non pas au bois avec le bois des forêts environnantes, mais au gaz. Mais c'est vrai qu'on envisage d'exploiter ces richesses et que ça créera probablement certains problèmes écologiques, comme le crée le charbon déjà dans certaines régions. C'est vrai que le charbon, on voit tout de suite l'impact que ça a, parce qu'en hiver, tout est blanc, du coup tout est noir. Pour le gaz, c'est moins visible, mais ça aura des conséquences dont les plus graves toucheront évidemment les éleveurs, parce que les gazoducs, les oléoducs coupent les routes de migration des rennes sauvages, mais aussi les routes empruntées par les éleveurs. Et en Yakoutie, comme ailleurs en Russie, je pense, seule la surface de la République est exploitable par les éleveurs. Il n'y a pas de propriété du sous-sol. Le sous-sol appartient à la Russie, et plus à Moscou qu'à la Yakoutie. La Yakoutie a eu le droit pendant à peu près 17 ans, après la chute de l'Union soviétique, d'exploiter ses ressources naturelles et de garder les bénéfices, pour ce qui lui a permis de développer, de se développer économiquement, mais aussi de développer toute la sphère culturelle, qui a profité de ces richesses. Mais depuis 2002,
les bénéfices vont directement à Moscou qui reverse quelques dividendes à la République. Merci beaucoup. Elle a un grand mérite, c'est qu'elle a à la fois beaucoup d'empathie pour le peuple yakoute, elle est aussi ethnologue, anthropologue, voilà, et elle se livre à beaucoup d'activités pour promouvoir la culture yakoute en France. Chaque année, presque sur ses propres deniers, elle fait venir des musiciens, elle fait venir des artistes, voilà, qui se produisent en France. Donc merci beaucoup Émilie pour cette empathie pour le peuple yakoute. L'animateur que je suis s'efface maintenant devant l'organisateur qui va nous rappeler les grandes dates, parce que si aujourd'hui nous avons communié dans l'amour pour la Russie, pour ce vaste espace russe, eh bien nous avons de la chance, vous et moi allons pouvoir renouveler l'opération. Quand ça? Le 30 et 31, donc à la mairie du 5e arrondissement, où vous retrouverez et Sylvain Tesson et Cédric Gras, qui sera rentré d'Ukraine où il est actuellement. Le Cédric Gras, c'est celui dont il a parlé tout à l'heure en disant qu'il avait été sur la Bérésina avec eux. Et puis Astrid, qui devait être là ce soir, donc qui sera à la table ronde sur les voyages. Évidemment, les Églisodes Rangoria, notre partenaire, que nous remercions encore une fois d'avoir animé et d'être là présent. Ils ont une table à la sortie avec les ouvrages qu'ils présentent. Et puis il y aura d'autres écrivains à ces journées du livre russe, puisque nos deux thématiques, en quelque sorte, c'est la mosaïque européenne, qui est la russophonie dans toute la région de l'Est de l'Europe, jusqu'à l'océan Pacifique, dont nous avons parlé aujourd'hui, et puis l'apparition d'un nouveau roman, en quelque sorte, en Russie, une renaissance du roman, avec des jeunes auteurs qui vont être là, avec leurs traducteurs. Comme d'habitude, nous laissons quand même une grande place à la traduction pour que justement cette culture de la littérature russophone soit la plus accessible possible ici. Et puis il y a les grands noms comme d'habitude, hein. Il y aura Prilepine, il y aura Yakounine, Akounine tout court, Boris, Yakounine, ce serait bien qu'il vienne aussi, mais enfin bon, et puis d'autres écrivains que vous allez découvrir, notamment des écrivains des pays baltes, qui sont malheureusement peu traduits, mais que vous allez pouvoir découvrir, parce qu'il y a toute une littérature russophone dans les pays baltes, et notamment une poésie qui a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, vous venez, vous verrez aussi des expositions de peinture, et même de la musique, puisque le soir du vendredi, il y a 2 concerts, un au lycée Henri IV dans la chapelle, un quatuor, qui va vous jouer des choses qu'on joue rarement en France. Et puis, à la salle Gaveau, il y a aussi un concert associé aux journées du livre russe et des littératures russophones. Merci donc à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Un livre vous attend à la sortie, ainsi que quelques livres donc, que vous pouvez regarder ou acquérir. Notamment un livre qui vient de paraître sur Vysotsky par Yves Gauthier.